Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Kim Kardashian donne le meilleur conseil pour les femmes qui veulent faire du business. Chris Brown prouve son innocence. Nicki Minaj a cœur ouvert dans son interview avec Joe Biden. Juicy Smouillet est de retour. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Il y a quelques semaines, on apprenait que Chris Brown était à nouveau accusé d'agression par une femme. On peut plus ou moins dire que c'est la routine pour lui, de se prendre des procès pour cette raison. Du coup, on n'était pas loin d'inaugurer son hashtag Surviving Chris Brown. Il a même obtenu le titre prestigieux du clown de la semaine. L'histoire en question, c'était une fille qui a déclaré que Chris l'aurait agressée, alors qu'il l'avait invitée à une fête sur le yacht de P. Diddy en 2020. Elle accuse Chris de l'avoir droguée à son insu et d'avoir profité de la situation pour avoir des relations avec elle, en ignorant son refus. Il aurait fait ce qu'il avait à faire, sans protection, puis le jour suivant, il l'aurait contactée pour lui ordonner de prendre une pilule du lendemain. La fille aurait obéi en prenant la pilule, mais sur le coup, elle n'a pas porté plainte car elle avait honte. Chris avait directement clamé son innocence, en disant qu'il était clairement pris dans une machination pour anéantir sa carrière. Et c'est vrai qu'on avait noté qu'en général, on l'accusait de viol au moment où il sortait un nouveau single ou un album. En plus, la fille, comme toutes les autres, attaquait Chris au civil et non pas au pénal, afin de pouvoir demander des millions de dollars d'indemnité. C'est vrai que c'est bizarre pour une victime de vouloir de l'argent et non pas que ton agresseur aille en prison. Mais il faut aussi se dire que prouver un viol qui date de plusieurs années et sans rapport médical, c'est pas évident du tout. Donc possible que les avocats conseillent à ces femmes d'attaquer au civil si elles veulent avoir la plus petite chance d'être reconnues en tant que victimes. Bref, en tout cas ici, rien à voir. La fille voulait vraiment juste des thunes. Mais alors faut voir comment elle a été démasquée. Radar Online a obtenu toutes les captures d'écran de ses conversations avec Chris Brown, à partir de la veille du soi-disant viol, jusqu'à des mois plus tard. Les photos sont chaque fois cachées, mais on peut lire les messages. Effectivement, Chris la contacte, j'imagine la veille de leur première relation sexuelle, pour lui dire de prendre la pilule, avec beaucoup de tact et de façon subtile bien sûr. Yo, tu devrais prendre une pilule du lendemain. J'aime pas parler de trucs comme ça au téléphone, je suis juste proactif. Oh mince, ok, je vais aller en prendre une. J'ai clairement pas éjaculé à l'intérieur de toi, mais tout était grave dans le flou, donc je voulais juste être sûre, avec un petit bisou cœur. Ok bébé, c'est cool, je vais te ken ce soir à minuit, lol. Oui, parce que là, on est le 31 décembre. Elle veut fêter le nouvel an avec lui, mais elle parle toute seule, la pauvre. T'es où, bébé? Personne la calcule, du coup elle lâche l'affaire et elle revient le jour suivant ou le surlendemain. Elle envoie une photo d'elle qu'on peut pas voir. Hey, c'est Micheline. On va l'appeler Micheline. C'est mon nouveau numéro. Nouveau numéro aussi vite? Oui, vu que je suis à LA maintenant, je dois faire les choses bien. Ensuite, sans doute quelques jours après, toi, tu es à LA? Ouais, t'es où? À la maison, j'habite à Hollywood. Sérieux? Viens, on se voit plus tard dans la journée. Vas-y, ça marche. Chez toi ou chez moi? Chez moi, sans doute. Lol, ok, ça marche. T'as de l'ecstasy? Je n'ai pas pu en prendre la dernière fois qu'on s'est vu. Lol. Non, c'était à mes potes. Je me défonce pas à moins que mes amis en aient. Donc, dites-vous que ça, c'est la meuf qui s'est faite violer et qui en est presque à supplier son agresseur pour le voir. Et puis elle dit qu'elle est limite déçue d'avoir raté l'ecstasy à leur dernière rencontre, alors qu'elle accuse justement Chris de l'avoir drogué à son insu. Bref, ensuite finalement ils se sont pas vus le soir du 11 janvier. Elle continue de le pourchasser et il répond une fois sur deux de manière générale. Dans des messages juste avant le 23 janvier, donc environ un mois après son supposé viol, elle continue son monologue et limite on dirait qu'elle pense être dans un espèce de couple avec Chris. Désolée, je me suis endormie. Et non, j'ai mes règles. Alors là, je sais pas si c'est parce qu'elle a dit la phrase maudite ou quoi, mais Chris arrête carrément de lui répondre. La phrase maudite pour un charreau en activité, c'est « j'ai mes règles ». Une fois qu'ils entendent ça, ils perdent la mémoire. Et ils oublient qu'ils vous êtes pendant minimum une semaine. Mais Micheline, elle a pas compris tout de suite. Et j'ai une question, est-ce que tu veux juste me ken ou est-ce qu'on peut traîner ensemble tranquille durant la journée? Je sais que tu es occupée et c'est cool si tu veux juste ken. Je veux juste connaître mon rôle. Ok, laisse tomber. Ensuite, ça part en monologue pendant des mois et des mois et des mois. Jusqu'en août, s'il vous plaît. Et toujours avec autant de motivation, elle lui dit « Tu me manques. Tu as été honnêtement le meilleur coup que j'ai jamais eu. Lol. C'est juste que j'en veux encore. Pourquoi tu joues avec moi? Lol. » Jusqu'à envoyer un message audio que Chris et son collaborateur se sont fait un plaisir de nous poster en story. Time, date.
messages and stuff, and you haven't blocked me yet, so I'm guessing you don't hate me. I just want to see you again. I mean, just answered the phone and then you just hung up. Like, just let me know. Like, if you want me to leave you alone, I definitely would, but I really just want to fuck with you again. Voilà, donc je pense que là, niveau preuve, on en a eu assez. Micheline a vraiment de gros problèmes psychologiques, et vous savez quoi, je pense que collectivement, ça nous fait pas de mal aussi d'entendre ce genre de retournement de situation, avec les pires détails, parce que c'est pas si rare que ça. De un, elle ternit la réputation de gens comme Chris, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais même si on sait que Micheline a menti, le mal est fait. T'auras toujours des gens qui vont rester sceptiques envers Chris, en mode non mais y a pas de fumée sans feu, et c'est dommage. Et de deux, même si c'est injuste, ça décrédibilise encore plus les vraies victimes de viol. Bref, donc Chris Brown, de son côté, il est posé sur Instagram et il attend vos excuses. C'est quand vous voulez. Que plus personne ne me traîne dans la boue. Clairement, vous pouvez voir que c'est du mytho. Maintenant, voyons si les médias vont garder la même énergie qu'ils ont eue pour essayer de me détruire, mais pour diffuser la vraie histoire. Moi et mon équipe prenons les mesures légales dans cette situation. On ne joue pas avec la vie des gens comme ça. J'attends. Putain, vous me devez des excuses. Je retiendrai pas mon souffle en les attendant par contre. Bon bah Micheline, prépare-toi pour ton procès en diffamation. Bonne continuation. Quelqu'un a des nouvelles de Jussie Smollett? I am not suicidal. I am innocent. Oui, parce que si vous saviez pas, la nouvelle audience pour déterminer la sentence de Jussie a eu lieu et il a été condamné à 30 mois de probation, dont 150 jours de prison ferme. Il doit payer des indemnités de plus de 120 000 $ ainsi qu'une amende de 25 000 $ pour avoir orchestré sa fausse agression raciste et homophobe en janvier 2019. Il n'y a pas grand chose à en dire. À ce stade, la sentence de Jussie, je m'en fous vraiment. Prison ferme, pas prison ferme, c'est son problème. Comme dirait Courtney, il y a des gens qui meurent dans le monde. Donc sauver Jussie Smollett, je m'en fous un peu là maintenant. Par contre, le gars toujours fidèle à lui-même, il continue de clamer son innocence et il nous fait un super discours avant de partir en prison. Do you have any questions? No, I would just like to say to Your Honor that I am not suicidal. That's what I would like to say. Okay. I am not suicidal. Okay. I am not suicidal. I am innocent, and I am not suicidal. If I did this, then it means that I stuck my fist in the fears of Black Americans in this country for over 400 years and the fears of the LGBTQ community. Your Honor, I respect you and I respect the jury, but I did not do this. And I am not suicidal. And if anything happens to me when I go in there, I did not do it to myself. And you must all know that. I respect you, Your Honor. I respect your decision. Jail time, I'm not suicidal. Okay. Sa famille a ensuite publié ces paroles sur Instagram en ajoutant que leur frère est innocent et qu'ils continueront de se battre. Au-delà du fait que la scène au tribunal est un peu marrante, vous trouvez pas que c'est bizarre que Jussie insiste autant sur ce point? Parce qu'on est d'accord qu'il n'a jamais été agressé, mais dans sa version à lui, il a été agressé et il clame son innocence. Donc de son point de vue, il y a sans doute des gens qui ont tout intérêt à ce que Jussie ne parle pas. Des gens qui ont monté ce procès avec cette histoire de fausse agression pour couvrir leur crime de haine. En tout cas, c'est ce que Jussie veut nous faire croire. Et on pourrait penser qu'après sa sentence, il déciderait de se calmer une bonne fois. Mais non, pas du tout. Il revient à la charge avec une saison 2. Le titre, c'est Jussie survit à une tentative d'assassinat en prison. Moi, je suis sûre que c'est pour ça que maintenant il pose l'intrigue en nous disant qu'il n'est pas suicidaire. Bref, ce sont juste mes spéculations. On verra bien ce qui arrivera. En tout cas, courage à lui quand même pour purger sa peine. C'est vraiment dommage qu'il en soit arrivé là. Vous savez, Kim Kardashian est milliardaire. Elle fait partie des grands de ce monde. Et je sais pas comment dire, mais c'est un feeling que j'ai avec elle depuis quelque temps. Je trouve qu'elle prend beaucoup la confiance. Comme par exemple durant leur réunion, où ça parlait du cas de Jordyn et Chloé bégayait pour dire qu'elle a pas de problème avec elle, et puis Kim est intervenue brusquement en faisant la meuf. We've had these conversations if Kylie wants Jordan to be her friend, that's Kylie. But Kylie like, knows. I'm gonna keep it real. Tristan has a baby with Chloe. Tristan will always be in our lives one way or the other. I get it, like Tristan's family, we have to always like keep it cool. There's a baby involved. So if there's no babies involved and shit goes down, like, sorry. Et puis elle dit beaucoup de gros mots aussi, même dans des contextes très formels. Donc je sais pas, je trouve que depuis qu'elle est milliardaire, elle se comporte comme si partout c'est chez elle. En quelque sorte, c'est un peu le cas vu qu'elle a le statut de vraie star maintenant, qu'on le veuille ou non. Mais ça se remarque pas mal quand elle est en interview. En général, chaque fois qu'elle dit un truc, j'ai envie de lui dire, bah je sais pas, redescends, non? Dites-moi si le sentiment est partagé.
Cette semaine, elle a justement fait polémique à cause de ce qu'elle a dit au calme durant son interview pour Variety. On interroge sa famille et elle sur ce que c'est que d'être une femme d'affaires, une femme chef d'entreprise. Kourtney et Khloé nous racontent les bons conseils que leur mère leur a donnés, comme par exemple ne jamais accepter un refus, ou si on nous refuse quelque chose, c'est qu'on demande à la mauvaise personne. Khloé nous conseille de faire quelque chose qui nous passionne. Et puis je sais pas, sans doute Kim en a eu marre d'entendre leur voix, et elle a décidé de pousser son coup de gueule du jour. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. On n'est pas obligé d'en parler, mais est-ce qu'on peut juste noter l'audace de Kourtney? C'est pas elle qui pleurait parce que Kim voulait lui faire faire un photoshoot de Noël. Have to surround yourself with people that want to work. No toxic work environments, and show up and do the work. Because you see everything on social media and you think, oh, it's just a lifestyle, or oh, it's like really quick and easy. It's not easy. When you do product shots, it's still a job and it's still really hard, and success is never easy. So you just, if you put in the work, you will see results. Vous avez entendu, c'est aussi simple que ça. Si vous travaillez, vous obtiendrez des résultats. Si seulement nos parents avaient pu entendre le conseil de Kim Kardashian, on serait enfants d'ouvriers milliardaires à l'heure actuelle. Vous voyez où je veux en venir. Mais avant d'aller plus loin, je veux quand même préciser que je serai jamais la dernière à dire que les Kardashian travaillent, qu'elles développent des business, qu'elles font perdurer leur marque depuis près de 20 ans. Tout ça demande du travail. Et même si elles avaient des ressources à la base, en comparant leur fortune, on peut plus ou moins voir qui travaille plus que qui. Ceci étant dit, il y a deux nuances là-dedans. De un, on pourrait dire que Kim a plus d'argent et de succès, en partie parce que c'était elle sur la sextape et c'était elle la plus sexualisée de toutes. Ça contredit son argument comme quoi le succès vient avec le travail, surtout dans le monde du divertissement. Parfois, le succès prend des raccourcis. Parfois, quand on passe par la nudité et le sexe, on peut parvenir au sommet plus vite et donc en fournissant moins de travail. C'est une chose qu'elle sait très bien puisque c'est exactement la stratégie qu'elle a utilisée. Un autre raccourci qu'elle a pris et dont on parle peu, c'est la stratégie de l'association. Les Kardashian, ce sont des opportunistes. Elles gravissent les échelons en s'associant à des gens pour faire gonfler leur propre cote. Et Kim a pu utiliser son apparence pour arriver dans des sphères qu'elle n'aurait jamais pu toucher si elle avait la tête de Khloé par exemple. Ça n'a rien à voir avec le travail qu'elle a fourni, c'est purement superficiel. And this is what I tell my kids all the time. A lot of how you live your life and how you succeed in life is who you associate yourself with and who your friends are. Like you associate and hang out with people that are like-minded or that you want to be like, and then you go out and do it. Vous pensez que c'est un hasard si la Kardashian la plus belle est aussi la plus riche, celle qui a fait le meilleur mariage et celle qui est la plus célèbre? On vit dans un monde superficiel, désolé de vous l'apprendre. Rien que par sa sextape et son apparence, Kim avait déjà une longueur d'avance sur ses sœurs, travail ou pas travail. Et la deuxième nuance, c'est qu'encore une fois, quand on compare les fortunes de chacun, on voit bien qu'à la limite, chez les Kardashian, quand on fout rien, on peut quand même prétendre à un statut de millionnaire, comme Rob. C'est pour ça que c'est toujours un peu fatigant d'entendre des enfants de millionnaires expliquer au peuple ce qu'est le travail. Mais c'est un peu le discours classique des riches. Ça les rassure de penser qu'ils ont joué une grande part dans leur réussite, qu'ils ont fait quelque chose de plus que les autres. Et c'est sans doute vrai jusqu'à un certain point. Mais leur dose d'avantages et de privilèges sont souvent indissociables de leur réussite. Et ça les rend fous. Beaucoup de gens ont réagi au conseil de Kim et notamment deux célébrités ont bien articulé le problème. Bevi Smith a dit que les gens pauvres à travers le monde ont été gaslight par les gens riches pour leur faire penser que la raison pour laquelle ils ne sont pas riches, c'est parce qu'ils ne travaillent pas dur. Les gens qui cumulent 2-3 boulots et qui ont quand même besoin de l'assistance publique se bougent le cul tous les jours et travaillent. Donc ce sont des fabulations de privilégiés. Jemele Hill a réagi en disant « Je pense que si tu as grandi à Beverly Hills avec des parents qui ont bien réussi et dans ce qui n'était qu'un plus petit manoir, personne n'a besoin d'entendre tes pensées sur le succès et l'éthique de travail. Cette histoire de « on a les mêmes 24 heures dans une journée », c'est un cauchemar. 99,9% du monde a grandi avec des 24 heures bien différentes.
On entend bien le vrai problème. C'est que Kim fait une déclaration et ce sont des gens d'une autre classe sociale qui leur répondent. Et ils ont raison, puisque c'est une interview publique, mais le décalage est presque indécent. Kim devrait plutôt cibler ses conseils pour les jeunes filles et les femmes issues de milieux aisés, qui veulent savoir comment rester millionnaire ou devenir milliardaire. Si vous voulez savoir comment monter un empire en partant de zéro, allez parler à Jay-Z ou Oprah. Mais il faudra pas vous vexer quand ils vous diront de travailler dur. Il faut vraiment qu'on parle de l'interview de Nicki Minaj avec Joe Budden. Une interview de presque 2 heures qui est sortie cette semaine et où Nicki parle à cœur ouvert sur différents sujets. Personnellement, j'ai adoré l'interview. C'est dans ce genre de contexte-là que je veux voir Nicki Minaj. La dernière fois qu'on avait vu Joe et Nicki ensemble, c'était plutôt intense. Everybody else we gotta walk on eggshells for. We can't offend this one, we can't offend that one, we can't offend this one. Man, fuck that, I said what the fuck I said. Du coup, là, on s'attendait à tout. Mais je vous rassure, l'ambiance était beaucoup plus posée et bienveillante. Bref, rentrons dans le vif du truc. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Regardez toute l'interview si vous avez l'occasion. Mais par exemple, j'ai été étonnée de comment elle a parlé de ses fesses sans retenue. J'imagine que maintenant que 99% des rappeuses ont des injections ou un BBL, à quoi bon se cacher? Mais à l'époque de Nicki, c'était beaucoup moins populaire et on l'a tournée en ridicule pour ça. Elle révèle d'ailleurs qu'elle a fait faire ça par quelqu'un qui n'était même pas vraiment agréé, comme c'est souvent le cas. Elle reconnaît aujourd'hui que c'était dingue d'avoir fait une telle intervention, dans de telles conditions et sans consulter personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique pourquoi elle a voulu se faire des injections. À l'époque, elle était à Atlanta et elle traînait beaucoup avec Lil Wayne, la team Young Money, Tyga, tout ça. Et elle se rappelle qu'il leur arrivait de la vanner sur ses fesses. De leur côté, c'était peut-être innocent, mais elle explique que ce sont des remarques qui lui restaient en travers parce que justement, elle avait des complexes par rapport à ses fesses. Perso, je crois pas que c'était innocent de la part de Lil Wayne et sa team. Peut-être que ça les faisait rire, mais en vrai, ils savent pourquoi ils font ça. Parce qu'ils préfèrent les grosses fesses et ils savent pas complimenter une femme sans en rabaisser une autre. Mais pour autant, le cas de Nicki montre bien que la confiance doit venir avant tout de l'intérieur. On entend partout que la société ou l'industrie met la pression sur les femmes et dans ce cas-ci, les rappeuses, pour qu'elles se plient à un standard de beauté. Et je pense que c'est vrai, mais en définitive, si les paroles extérieures t'atteignent, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu doutes ou tu n'es pas capable de toi-même réguler tes incertitudes. Et moi, c'est vraiment ça mon problème avec l'espèce de culte de la chirurgie dans lequel on vit. C'est que le complexe a un statut hyper protégé. Tout est permis au nom du complexe. Parce qu'on est complexé, on peut se refaire le nez, les seins, les fesses, etc. Et ensuite quoi? On doit pleurer pour les femmes qui meurent ou qui sont déformées à vie après un BBL, comme si c'était normal de littéralement risquer sa vie au nom de son complexe. On veut faire des procès aux faux docteurs, ce qui est tout à fait juste, mais est-ce que quelqu'un va parler 5 minutes à la patiente qui gagne le salaire minimum et qui a fait 3 crédits à la consommation pour aller se faire opérer au Venezuela? Genre ça c'est normal pour les gens. On va juste conseiller aux femmes de se faire opérer dans leur pays avec un vrai médecin. Personne ne vient et ne dit « Mais en fait, pourquoi vous faites ça, madame? Faites une thérapie !» Bref, désolé, j'ai un peu dévié du sujet, mais c'est un vrai problème. On apprend aux jeunes filles à repérer les chirurgiens réputés avant de leur apprendre à soigner leurs failles narcissiques. Autre sujet intéressant qui a tourné dans le teaser de l'interview. Nicki donne son avis sur la tendance de certains artistes à adopter toutes les tendances musicales du moment. Le risque, c'est bien sûr de perdre son identité ensuite. You know, once anybody has success with anything, it seems like everybody just jumps on that sound. Even if they may not have even liked it, it might be people behind them telling them to do it. Once you do that, and once you do it a couple times, who then are you? We've now forgotten who you are. I don't think people realize that if you jump on it, every trend, you become faceless. It's like... This is a deep point. À l'heure où le rap game et particulièrement le rap féminin n'a jamais été aussi homogène, c'est effectivement très important que certaines personnes entendent, impriment et se collent ces paroles sur le front. Avant, l'industrie musicale cultivait les singularités. Il y avait vraiment des artistes très différents les uns des autres. Mais maintenant, c'est plus le cas car on prend plus autant de risques qu'avant. Forcément, si tu viens avec un style bien défini, il y a des chances pour que tu ne plaises pas à beaucoup de gens. Mais les gens que tu vas toucher, tu vas les toucher pour de vrai. Mais
Maintenant, la stratégie, ce n'est plus de construire une fanbase, c'est de toucher les masses. Ça fait qu'il y a des artistes qu'on entend partout, qu'on met en couverture de tous les magazines, qui reçoivent des récompenses, mais qui n'ont pas une fanbase qui correspond au succès qu'ils ont l'air d'avoir, et inversement. Nicki prend clairement position sur le cas de Billboard, en pointant le fait qu'elle est souvent numéro 1 sur les plateformes de streaming, donc les gens écoutent sa musique, mais qu'ensuite les radios ne choisissent pas de diffuser ses sons. Et comme le classement Billboard dépend aussi beaucoup du listing en radio, elle n'est pas souvent première du Hot 100. Et maintenant, faut comprendre que certains labels ont le pouvoir d'influencer ou payer les radios pour qu'elles diffusent leurs artistes. C'est ainsi que certains artistes vont très facilement charter dans le Billboard, parce qu'ils sont beaucoup joués en radio, malgré que leur stream ne soit pas aussi élevé. Donc concrètement, que le public n'écoute pas vraiment leur musique. Je pense que jusqu'à un certain point, il faut savoir entendre aussi ce genre de discours. C'est pas forcément que Nicki est une rageuse, elle fait partie de cette industrie depuis longtemps, et c'est instructif de connaître l'envers du décor. Un sujet encore très intéressant, c'est quand Nicki parle du traitement des artistes noirs dans l'industrie, et dans les médias surtout, par rapport à la façon dont ils sont représentés. En fait, pour elle, ça part du fait que dans la communauté noire, on ne s'autorise pas les uns les autres à clamer nos accomplissements. On s'oblige à rester humble, et même plutôt à s'autodénigrer, de telle sorte qu'on ne sait pas faire reconnaître notre valeur et notre part de contribution à l'extérieur de la communauté, dans l'industrie et dans les médias. Et en quelque sorte, les personnes qui dominent cette industrie profitent de cette faille-là pour littéralement voler nos accomplissements. On est clairement sur le thème de l'appropriation culturelle, même si Nicki ne va pas employer ce mot-là. Elle dénonce simplement le fait que l'industrie ne reconnaît jamais les vrais artistes à l'origine de tendances. Et souvent, ces artistes qu'on ignore sont noirs. Elle cite par exemple Coi Leray, qui a popularisé les braids de ce type-là, ou encore FKA Twigs, qui faisait des baby hair avant que les baby hair deviennent une tendance. Elle prend aussi bien sûr son propre exemple. Avec le nombre de tendances qu'elle a lancées, elle dénonce le fait qu'elle n'a jamais été en couverture de Vogue. Alors que par exemple, en 1 an et demi, une artiste comme Billie Eilish est mise en couverture parce que l'influence des artistes noirs n'est jamais reconnue à sa juste valeur. The reason why the most whatever female rapper or whatever hasn't been represented on an American Vogue, whatever, it's because if you don't speak up, we don't fight for each other, then they can take what you did and they can put it on someone else, on a different race or whatever, you know, and just act like you never happened. And that's not okay, because it's been happening since the beginning of time, when black men were standing up there singing and dancing and writing music, and white bands were singing their music, and those black men died poor. Their families died poor. Vous vous rappelez de la période de son feat avec Jessie Nelson, où Nicki a fait 12 vidéos pour défendre Jessie, son blackfishing et son appropriation culturelle, et même les Kardashians. Je voulais juste dire ça, car de toute l'interview, c'est le seul moment où je me suis dit « Ok, là, il y a un peu d'hypocrisie dans l'air. » Nicki comprend vraiment certaines choses que quand ça l'arrange. Ce jour-là, elle aurait été capable de défendre la petite souris pour protéger ses chiffres de vente. Bref, en tout cas, rien à dire, c'est tout à fait juste ce qu'elle raconte. C'est une partie de l'interview qui a aussi été beaucoup relayée parce que Nicki décide de nommer directement Lil' Kim. De la même façon que je pense que j'aurais déjà dû être en couverture du Vogue américain, je pense que Lil' Kim aussi, si on est totalement honnête. Si c'est ça que votre magazine représente, l'influence, je ne vais pas dire que c'est seulement à propos de moi, et ne pas donner à cette femme ce qui lui est dû par rapport à ce qu'elle a fait. Évidemment, un grand sujet de discussion a souvent été que Nicki Minaj s'est beaucoup inspirée de Lil' Kim pour se construire en tant qu'artiste, et qu'elle a souvent manqué de lui rendre hommage pour sa contribution. En vérité, elle l'a déjà fait par le passé, mais elle l'a aussi clashé et lancé des pics en chansons et dans les interviews, car elles ont été en bif pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça a l'air de s'apaiser. Il y a eu une main tendue de la part de Lil' Kim en 2020 ou 2021 sur le tapis rouge des BET Awards. Ici, Nicki fait cette déclaration, c'est un bon geste de sa part. En tout cas, sur ce sujet de la reconnaissance de l'impact des artistes noirs, les gens sur Twitter ont quand même essayé d'attaquer Nicki pour ses propos. En fait, il se trouve que la seule rappeuse qui a été mise en couverture du Vogue américain est nulle autre que Cardi B. Donc pour certains, c'était clair que Nicki voulait juste clasher Cardi en disant tout ça. C'est un vaste et important sujet, donc c'est dommage de le réduire encore au bif Nicki-Cardi. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, le fait que Cardi ait été la première rappeuse en couverture ne fait que prouver encore plus l'argument de Nicki. Je sais que certains d'entre vous vivent encore dans un monde parallèle où Cardi B est une femme noire, mais clairement Vogue ne vit pas dans votre monde, peu importe le nombre de fois qu'elle peut dire le N-word.
Et pour finir, Nicki raconte une anecdote qui donne à réfléchir. C'était il y a plusieurs années. Nicki avait fait pas mal de partenariats et notamment son deal avec Fendi qui avait fait exploser leurs chiffres de vente. Du coup, elle voulait en gros lancer sa propre marque. Elle est partie voir Kanye West à l'époque pour lui demander de travailler avec lui là-dessus. Et il lui a dit qu'il ne pouvait pas car il considérait que s'il faisait quelque chose de cette envergure, ça devait être avec sa femme. Un truc du genre de la version femme de Yeezy. Il lui a dit que Kim le prendrait mal s'il faisait ça avec Nicki et pas avec elle. Traduction, il l'a enfumé avec des excuses à la con parce qu'il voulait pas travailler avec elle. Soit. Mais Nicki pointe du doigt une certaine hypocrisie dans tout ça. Kanye was very vocal about the fashion industry not letting him in. So if a black female rapper who you know has just shown herself to be sellable in that space, then when I come to you as a black man that I look up to, I'm doing that because you inspired me. Because you said the fashion industry didn't want to let us in, even though we're so influential. It is what it is, but we have to be careful, like, when we put those things out there and when a door is open, that we do figure out a way to have another black face there in that space. Because what's the point if not? Voilà en partie pourquoi c'est difficile d'avancer en tant que communauté. Parce qu'il n'y a pas de cohésion. Il y a une loyauté à sens unique. Kanye West est l'homme noir le plus riche des États-Unis, avec des entrées dans le monde de la mode. S'il y a une personne qui devrait pouvoir ouvrir les portes, ça devrait être lui. Mais non. Et pourquoi? Et là, je vais être direct, vous en faites ce que vous voulez. Mais parce que les hommes noirs comme lui construisent dans d'autres foyers que les leurs. Les relations interraciales, aussi géniales que ça puisse être, ça a des conséquences directes. Tout le génie de Kanye West, dites-vous que c'est dans la famille Kardashian qu'il a choisi de l'investir. Et ça a porté ses fruits au-delà de toute espérance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit à la reine du rap, Nicki Minaj, quand elle déplore le fait que sa carrière ne soit pas au niveau où elle mériterait d'être, et qu'après près de 15 ans de carrière, elle doit supporter de voir Billie Eilish en couverture de Vogue. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bouge-toi le cul et va travailler, c'est ça? Qui a abusé cette semaine? Le duel entre l'audace et l'avidité? Qui doit revoir sa définition du viol? Qui commence vraiment à trop prendre la confiance? Vous avez voté. Et merci pour tes conseils, Kim, mais non merci. Kim Kardashian est le clown de la semaine pour avoir tenté une masterclass improvisée. Rappelez-vous qu'elle aurait pu couper au montage ce passage, donc la fille pensait vraiment qu'elle avait donné le conseil de l'année. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.